Cyril Malka, Sans divan. Sans divan. Cyril Malka, Sans divan. Alors bonsoir et bienvenue à ce webinaire sur, en fin de compte, la chirurgie esthétique, la beauté à la pointe du bistouri, j'ai choisi de l'appeler. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril Malka, je suis psychologue cognitif et comportemental. Si vous voulez en savoir plus sur moi et la façon dont je fonctionne, vous pouvez aller sur mon site principal qui est malka.fr et là il y a d'ailleurs aussi un calendrier où vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi si ça vous dit. Alors, pour passer dans le vif du sujet, quand on parle de chirurgie esthétique, on va parler surtout là des procédures chirurgicales et non chirurgicales qui vont améliorer ou remodeler des structures corporelles pour améliorer l'apparence. Alors c'est une activité qui va aller donc du bistouri jusqu'à les injections de botox ou de différentes choses pour obtenir enlever les poches sous les yeux, enlever les rides, jusqu'à donc des choses plus conséquentes. Et la chirurgie esthétique, c'est une activité qui est vraiment en pleine croissance en ce moment, qui a été en pleine croissance ces dernières 15-20 années. Et aux États-Unis, on disait qu'il y avait près d'un quart de million d'interventions supplémentaires en 2020. Et le marché mondial de la chirurgie esthétique, il est évalué aux environs de 60 milliards de dollars et il devrait atteindre 67 à 70 milliards de dollars d'ici 2026 si on continue à se développer de cette façon-là. Donc c'est vraiment un gros marché, il y a beaucoup d'argent là-dedans, il y a beaucoup de possibilités et donc ça... c'est quand même quelque chose de quoi on peut parler. La plupart d'entre nous, en fin de compte, vont connaître quelqu'un voire plusieurs, qui est passé au travers de la chirurgie esthétique d'une façon ou d'une autre. Après, la chirurgie esthétique, ça reste quand même quelque chose de principalement féminin. C'est aux environs... Alors, je me suis basé sur différentes études un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est quelque chose de plus ou moins global que je vous donne. C'est pas spécialement français, c'est pas spécialement canadien ou belge. C'est un petit peu... J'ai pris un petit peu partout. Et donc, aux environs des 15 millions d'interventions qui ont été réalisées en 2020, les femmes, aux États-Unis, les femmes représentaient donc 92% et les hommes 8%. Et on est resté plus ou moins, enfin la plupart des statistiques que j'ai vues de différents pays, on est dans ces eaux-là, 95-5, 90-10, enfin bref. Les interventions chirurgicales les plus populaires, ça a été le remodelage du nez, la chirurgie des paupières, le lifting, la liposuction, l'augmentation mammaire et l'augmentation des fesses. Et le six-pack, pour les hommes, ça est relativement populaire, c'est se faire des abdominaux là où on n'en a pas. Et on dit que les images sur les réseaux sociaux, la pression d'avoir une certaine apparence, ça peut avoir une certaine motivation, en fin de compte, pour que les gens se fassent opérer. Aussi le fait que ce soit devenu relativement facile aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on connaîtra tous plus ou moins quelqu'un également qui est passé sous le couteau, sous le bistouri, et on sait ce que ça peut vouloir dire, on sait combien ça coûte, enfin bref. Et donc, ça fait tomber pas mal de barrières qui font que de plus en plus de personnes y vont. Et puis, il y a cette gratification immédiate, c'est-à-dire que je ne sais pas, si on veut perdre du poids, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais un coup de bistouri, une liposuction, c'est la gratification tout de suite et on n'en parle plus. Alors après, les gens disent, oui, mais se faire une liposuction, c'est bien beau, mais 6 mois après, tout est revenu si tu continues à bouffer comme tu bouffes et à vivre comme tu vis. Tant pis, on se fait une autre liposuction le coup d'après.
Et puis donc il y a tout un tourisme médical où il y a plein de pays comme la Colombie, le Brésil, la Thaïlande, la Corée du Sud, le Maroc, la Turquie, enfin bref, où il y a en fin de compte un tourisme médical, où les gens vont se faire opérer des opérations qui peuvent coûter un petit peu trop cher dans leur pays d'origine. Et ben on va se les faire dans un pays du tiers-monde. Alors là, bien entendu, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on s'attend, et ça peut donner des résultats surprenants, mais c'est en fin de compte devenu quelque chose aussi de tout à fait normal. Alors pourquoi est-ce que les gens vont se faire opérer? Eh bien en fin de compte, il y a deux raisons les plus utilisées, qui sont relativement simples, et c'est augmenter l'estime de soi. La plupart des gens vont dire que je manque d'estime de moi parce que j'ai un gros nez, j'ai un petit nez, j'ai des petits seins, j'ai des gros seins, je suis trop gros, je suis trop petit, enfin bref. Ou alors c'est améliorer la satisfaction de l'image que l'on renvoie. Et il faut savoir que 98%, entre 95 et 98% des gens qui sont passés sur le bistouri une fois sont prêts à recommencer l'expérience, sont prêts à avoir une autre opération pour le même sujet ou pour un autre sujet. Ça peut être parce qu'ils ne sont pas satisfaits du résultat, mais ça peut également être parce qu'ils sont satisfaits du résultat et ont envie d'autre chose ou de plus, ou maintenant de travailler sur autre chose. C'est un petit peu comme le truc des tatouages, où très souvent, on va dire, il y a très peu de personnes qui n'ont qu'un seul tatouage. À partir du moment où on se fait faire un tatouage, le plus souvent, on va s'en faire un autre, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Donc, c'est un petit peu cette amélioration, cette satisfaction de l'image de soi, de l'image qu'on renvoie. Et ça, c'est de plus en plus important aujourd'hui parce que on a un petit peu ce syndrome de Instagram, nous tous. Et on veut se rendre bien en photo. Et puis, il faudrait aussi que la photo retouchée, il faudrait qu'on ressemble à notre photo photoshopée en quelque sorte. Parce que autant on peut utiliser des filtres, que ce soit sur Instagram, Facebook, ce que vous voulez, on peut utiliser des filtres. Et après, à partir d'un moment, on risque de s'habituer tellement à son image filtrée qu'on voudrait bien que l'image réelle ressemble à l'image photoshopée. Maintenant, l'un des problèmes, ou l'un des plus gros problèmes, ça va être que avant de mettre quelqu'un sous le bistouri, on oublie un petit peu d'essayer de comprendre quelles sont les raisons en dessous ou, dira-t-on, à la base de ce besoin d'augmenter l'estime de soi ou de corriger son image. Parce que cela peut avoir quelque chose de tout à fait légitime, bien entendu, mais ça peut aussi être un résultat d'un trouble de santé mentale, d'une dépression ou du trouble dysmorphique corporel, etc., d'un trouble d'humeur. Et là, dans ce cas-là, pourra-t-on dire, passer sous le bistouri, ça ne va pas changer grand-chose. Et de ce fait, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur les résultats et quel effet est-ce que la chirurgie esthétique a eu sur le client avant et après. Est-ce que la personne s'est sentie vraiment mieux ou alors, non, quoi, ça n'a pas eu l'effet escompté. Alors, la chose la plus controversée et la plus difficile à comprendre, en fin de compte, ça va être l'augmentation mammaire. Donc les femmes qui ont demandé à avoir de plus gros seins, à l'aide de différentes méthodes différentes. Le truc est que, d'un côté, on a des études qui vont nous dire que de toutes les différentes chirurgies qui sont utilisées régulièrement, comme la chirurgie nasale et autres, il y a un plus haut taux de satisfaction du résultat dans la chirurgie mammaire que dans les autres. Mais, d'un autre côté, on a des études internationales dans tous les pays du monde, et ça c'est depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, qui disent et qui indiquent qu'il y a un taux de suicide plus élevé chez les femmes qui ont subi une chirurgie d'augmentation mammaire
que les autres. Alors là, j'ai des chiffres. Brinton, aux États-Unis, a donc vu que le risque de suicide dans un groupe de plus de 13 000 femmes qui avaient subi une chirurgie esthétique d'augmentation mammaire, 14 ans après, le taux de mortalité standardisé, comme on dit, le TMS, taux mortalité standardisé, c'est-à-dire le rapport entre le taux de mortalité observé chez le groupe comparé au taux de mortalité normal, enfin dans le reste de la population, il était dans le taux de suicide pour cet échantillon d'études, il était de 1,54. C'est-à-dire que pour une femme qui commettait un suicide aux États-Unis, qui était dans la population générale, qui n'avait pas eu d'augmentation mammaire, il y avait une femme 54. Donc, en fin de compte, là où il y en avait deux aux États-Unis, il y en avait 3 qui avaient subi une augmentation mammaire qui commettaient un suicide. Après, 5 ans plus tard, le taux était passé à 1,63. Donc, plus le temps passait et plus il y avait un risque de suicide. Donc, est-ce que cela venait d'un taux d'insatisfaction ou pas? On ne sait pas vraiment. En Suède, c'est Koch qui a fait une étude et sur plus de 3500 femmes suédoises. Et là, le taux, le TMS, était de 2,9 par rapport à la population. Donc là, c'est presque 3 femmes plutôt qu'une. Et une étude sur les femmes finlandaises et danoises pour le TMS a donné des chiffres de 4,26 et de 3,1. Alors, et il y a beaucoup de discussions sur le fait, est-ce que c'est quelque chose de psychologique qui s'est produit, oui ou non, ou quelles sont les raisons? Parce que déjà, il y a par exemple un taux de suicide plus élevé dans les pays nordiques que dans d'autres pays, par exemple. Et là, quand même, on arrive à des taux, c'est presque une femme sur 5 par rapport à l'autre. Donc là où il y a une femme, il y en a 5 de l'autre côté. Donc il y a quand même pas mal de choses qui inquiètent. De plus, ces études ont été faites de façon différente. On n'a pas pris les mêmes principes, on n'a pas pris les mêmes principes de calcul, et on arrive quand même au même résultat, qui peut être plus ou moins inquiétant, mais on arrive plus ou moins au même résultat. Et le truc, c'est que pour l'instant, l'explication de ces résultats, à l'heure actuelle, reste inconnue. Vous allez peut-être trouver des explications sur Internet si vous allez les chercher, mais aucune d'entre elles n'a pour l'instant pu être mise en avant. On a quelques études qui peuvent indiquer des différences entre les femmes qui avaient ces implants, en règle générale, et les femmes de la population générale. Alors, on a constaté que par rapport, ou contrairement aux femmes de la population générale, les femmes qui portaient des implants mammaires ont un indice de masse corporelle beaucoup plus faible, une plus grande probabilité d'être fumeuses, plus d'avortements provoqués, moins de naissances vivantes, des niveaux d'éducation inférieurs, des âges plus précoces lors de leur premier accouchement et davantage de dépistage des maladies du sein. Pour l'instant, on en est là. Et il faut encore d'autres études pour pouvoir en savoir plus sur ce point. Et ni dans le domaine de la psychologie, ni dans le domaine de la médecine, on a une explication logique pour ce comportement. Et à part ce problème, les autres chiffres sont quand même beaucoup plus simples à comprendre par rapport à différentes actions chirurgiques qui ont été faites par rapport à l'esthétique. Et on s'est rendu compte, en fin de compte, que dans beaucoup de cas, après l'opération, le taux de satisfaction n'était en fin de compte pas très élevé. C'est-à-dire que les gens, en gros, n'avaient pas une meilleure vie, n'avaient pas de meilleures conditions, ne se sentaient pas beaucoup mieux, etc. L'une des plus grandes études qui a été faite, c'était en Norvège, et on a suivi 1500 adolescentes pendant 13 ans. Alors, ces 1500 adolescentes ont été suivies totalement par hasard, et on ne savait pas qui allait faire de la chirurgie esthétique et qui n'allait pas en faire.
Et pendant cette période, les 78 filles qui l'ont fait, qui sont passées sous le bistouri, étaient plus susceptibles d'être anxieuses, déprimées, et avaient une plus grande augmentation de ces symptômes au cours de cette période que celles qui n'avaient pas été des patientes. Et les conclusions ont été relativement claires, c'est que la chirurgie esthétique n'a pas abouti à un résultat positif, c'est-à-dire qu'après l'opération, ça n'a pas donné d'amélioration profonde. Sur les patients plus âgés, alors là c'est pour ça que je vous ai dit par rapport au tatouage, les gens qui avaient regretté leur tatouage, les body modifications qu'ils avaient fait un petit peu plus jeunes, en fin de compte, c'était parce qu'ils avaient fait ça dans la période de l'adolescence, aux environs de 17, 18, 19 ans. Leur explication à l'époque était également qu'ils avaient une certaine vision d'eux-mêmes, de leur personnalité et des signaux qu'ils voulaient envoyer. Et bien entendu, s'ils ont grandi, s'ils se sont développés, commencé à vouloir avoir une famille, etc., tout d'un coup, leur image d'eux et l'image qu'ils voulaient renvoyer étaient devenues différentes. Et là, c'est problématique quand on s'est fait faire un tatouage. Et donc, l'explication pourrait être la même, parce que là, on a suivi des filles qui étaient relativement jeunes lorsqu'elles ont fait ces modifications, la chirurgie esthétique, ce qui pourrait expliquer qu'il y a un taux d'insatisfaction beaucoup plus élevé après, parce que les études qui ont porté sur les gens plus âgés ont une tendance à être plus satisfaits en règle générale de l'opération, des résultats de l'opération, que les jeunes. Et ils ont une meilleure estime d'eux, d'après les interviews qui ont été menées, en ce qui concerne leur apparence, pendant 5 ans après. Mais, dans l'ensemble, ils n'ont pas de plus grande estime d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont une plus grande estime d'eux en ce qui concerne leur apparence physique, mais ça ne change pas grand-chose sur leur estime d'eux en règle générale. On a aussi vu qu'il y avait, c'était mauvais signe si le patient espère que l'intervention chirurgicale va sauver sa relation ou va réparer quelque chose de cassé dans le couple, par exemple. Et puis, s'il y a un désaccord, si on parle de couple et s'il y a un désaccord sur l'opération, généralement, le résultat est très mauvais. Après, quand on parle d'amélioration, on se dit, mais voilà, le problème est que on a une tendance à vouloir donner une meilleure image de soi. Alors ça peut être par différentes façons, ne serait-ce que par utiliser du maquillage. On essaie de donner une autre impression. Et donc, les réseaux sociaux font une pression pour que l'on donne une meilleure image de soi. Et on peut avoir une augmentation, pourra-t-on dire, de ce qu'on va faire pour donner une meilleure image de soi. C'est-à-dire qu'on peut commencer par du maquillage, on peut ensuite aller au piercing, etc., etc. Et puis petit à petit, on va de plus en plus profondément là-dedans. Et enfin, il y a également une peur du vieillissement dans notre société, une peur de la dégradation du corps, qui est pourtant tout à fait naturelle, etc., qui fait qu'on essaie, et que la technique est devenue de plus en plus performante, et qu'on essaie de retarder ce moment le plus possible. Et on peut le faire en mangeant plus sainement, en ceci, en cela, et on peut le faire également en trichant un petit peu, et en donnant un petit coup de bistouri par-ci, par-là. Et ça vient généralement d'un problème d'acceptation. Acceptation de ce dont on a l'air, notre aspect physique, acceptation de nos petits problèmes, de nos petits soucis. Personne n'est parfait psychologiquement parlant, personne n'est parfait physiquement parlant, c'est ainsi. C'est un petit peu l'idée de vouloir répondre à un standard qui, bien entendu, change avec le temps. Et donc, on essaie de s'adapter à ce standard pour répondre à
quelque chose qui devrait correspondre à un standard de beauté ou un standard d'acceptation. Donc au lieu de s'accepter comme ne correspondant pas à un standard, au lieu de s'accepter comme ayant tel ou tel petit défaut ou un grain de beauté mal placé ou ce que vous voulez, il est plus facile de passer sous le bistouri. J'avais remarqué, alors c'était à l'époque où j'habitais au Danemark, et au Danemark, dans le Jutland, au nord du Jutland, le Jutland c'est cette partie du Danemark qui est rattachée à l'Allemagne, c'est cette péninsule, et tout au nord il y a une lumière assez spéciale, et donc il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup de peintres qui étaient dans cette région. Entre autres, donc c'est ceux qu'on appelle les peintres de Skagen. Alors c'est des personnes comme Peter Kreuer, Karl Maassen, Holger Drachmann, etc. Et deux des très connus, c'était Michael Anker et sa femme Anna Anker. Et chose amusante, c'est que Anna Anker, quand elle était jeune, elle était tombée de cheval, elle avait fait une chute de cheval, ce qui lui avait cassé le nez, et ce qui fait qu'elle avait le nez déformé. Et chose amusante, Michael Anker, son mari, il adorait sa femme. Il était vraiment en admiration envers sa femme. Et bizarrement, dans tous les portraits qu'il a fait de sa femme, quasi tous les portraits, il l'a montré de profil où on pouvait voir son nez cassé, en fin de compte. Et pour lui, je pense vraiment que pour lui, c'était quelque chose qu'il aimait. Il aimait ce défaut chez sa femme, il aimait son nez cassé. C'était quelque chose qu'il... voilà. Et je crois que le fait de ne pas vouloir accepter certains de ses défauts fait aussi qu'on accepte moins bien les défauts des autres. Et c'est un petit peu dommage parce que quelque chose qui peut paraître comme un défaut physique peut aussi être une caractéristique et peut devenir, en fin de compte, quelque chose qu'on apprécie. Le problème est que lorsque l'on va en chirurgie esthétique pour tel ou tel problème, les chirurgiens, les médecins ont une certaine facilité, dira-t-on, à faire le travail demandé. Je veux me refaire faire ceci, cela. Alors, à moins qu'il y ait des contre-indications médicales, s'il y a déjà eu trop de chirurgie qui a été fait sur un même point où ça peut tout faire rater, ou etc., à moins qu'il y ait certaines raisons, le chirurgien va généralement accepter le boulot. Or, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les personnes vont demander à faire ces changements. Alors, bien entendu, il peut y avoir ce problème de confiance en soi dont je viens de parler, de ne pas vouloir accepter certaines choses. Sur ce point, pourrait-on dire, c'est pas le boulot du médecin de faire de la psychologie, ça c'est le boulot du psy, et si c'est ce que le client veut, on fait l'opération et on n'en parle plus. Mais il y a d'autres soucis auxquels on devrait penser. Entre autres, vous avez ce qui s'appelle le trouble dysmorphique corporel ou la dysmorphophobie. Et ça, c'est extrêmement courant chez les gens qui sont intéressés par la chirurgie plastique. Alors, la dysmorphophobie, c'est une préoccupation qui concerne un défaut d'apparence, mais ce défaut d'apparence, il est très léger et il est très souvent non observable par les autres. C'est quelque chose que seule la personne touchée, en quelque sorte, voit ou constate. Et la personne devient vraiment obsédé par ça et peut aller à des comportements compulsifs, qui peut vraiment perturber même les activités quotidiennes. Alors l'anorexie, par exemple, compte comme une dysmorphophobie, mais ça peut être un petit peu sur n'importe quoi, sur la forme du nez, la forme de ceci, la forme de cela, où tout le monde va dire « mais non, il n'y a pas de souci », mais la personne voit ce problème, un point c'est tout. Et d'après les études, alors on va dire que dans la population générale, il y a entre 1 et 2% de dysmorphophobie. En gros, c'est ça. Mais dans les gens qui font de la chirurgie, qui passent sous le bistouri de la chirurgie esthétique, le taux minimum, c'est généralement 7%, et puis ça peut aller jusqu'à 15, voire 20%. Des patients qui, en fin de compte, souffrent de dysmorphophobie. Ce qui fait que la personne, même après l'opération, elle ne va pas aller mieux. Elle va trouver un autre problème ou elle va retomber sur ce problème. Elle va continuer à aller de chirurgie esthétique en chirurgie esthétique parce que le problème, c'est pas la confiance en soi, c'est pas une amélioration de l'image, mais c'est une dysmorphophobie.
Et le problème, c'est que les chirurgiens esthétiques ne peuvent pas constater ça, parce que l'une des seules façons de le constater, c'est quand on voit que la personne est vraiment trop en crise par rapport à ce que c'est. C'est vraiment quelqu'un qui va en faire une montagne. Et quand cette personne va aller chez le chirurgien, bien entendu, elle va pas taper sa crise devant le chirurgien esthétique. Elle va rester relativement calme et posée. Et puis elle va dire, bah voilà, j'aime pas mon nez. Et puis voilà, quoi. On va pas aller plus loin. Et le chirurgien n'a pas besoin d'en savoir plus. Donc, en règle générale, et d'après une étude qui a été faite en 2017 sur 600 patients qui avaient consulté en chirurgie plastique du visage pendant un an, il a été constaté que les chirurgiens ne pouvaient diagnostiquer qu'environ 40% des personnes. Donc il y a 60% au moins qui passent à l'as. Mais bon, là encore une fois, je dirais que je pense que comme en tant que chirurgien esthétique, déjà on n'a pas les connaissances psychologiques nécessaires. Et puis, je pense que le patient sait parfaitement comment se comporter chez le médecin. Donc, c'est à peu près logique que dans ce cas-là, le médecin ne puisse pas constater ça. D'autres problèmes que l'on a également constatés, c'est les troubles de l'humeur, comme on dit. Ça va être des personnes qui ont un trouble psychologique tel que la dépression ou les anxiétés, anxiété généralisée, des angoisses, et donc tout ça, ça va être corrélé à une moindre estime de soi, parce que ça va généralement de soi avec la dépression ou avec ces états, et puis une moindre satisfaction de l'image que l'on renvoie. Et là, il a été révélé, d'après les études, que 44% de la population des patients chirurgiques quand même souffraient de ça. Donc vous prenez les 44% qui ont des problèmes d'anxiété, de dépression, vous y ajoutez jusqu'aux 20% des autres, on arrive quand même à 64% de la population. Ça fait quand même beaucoup. Après, il ne faut pas oublier les personnes qui ont des troubles de la personnalité, comme par exemple le trouble de la personnalité narcissique, qui est donc, ils ont besoin d'admiration, ils ont un manque d'empathie, ils ont plein d'autres problèmes. J'ai fait plusieurs webinaires sur ce sujet et des vidéos YouTube, vous le savez. Et donc, on s'est rendu compte que jusqu'à 25% des personnes qui avaient recours à la chirurgie esthétique souffraient de ce trouble narcissique. Et puis, si vous y rajoutez entre 3 et 9% de personnalités histrioniques qui également ont été constatées, j'ai fait également une vidéo YouTube sur le sujet de la personnalité histrionique, on arrive quand même à une assez grande proportion de personnes qui pourraient peut-être travailler autrement. Alors, bien entendu, pour la personnalité narcissique, cette personne n'ira pas chez un psy, de toute façon. Les histrioniques non plus. Donc, à la limite, on peut dire pourquoi pas. Mais reste quand même une forte proportion de personnes qui ont des problèmes de dépression, des problèmes de confiance en soi, des problèmes d'angoisse, et qui pourraient peut-être plutôt travailler avec un psychologue, peut-être moins un psychiatre pour utiliser moins de possibilités de médicaments. Et puis, travailler un petit peu pour soi pour éviter le bistouri. Parce que de toute évidence, beaucoup des personnes qui de toute façon ont ces troubles, même après être passées chez le chirurgien esthétique, ça reprend de toute façon. Alors, c'est vrai que le résultat peut paraître plus probant, plus rapide au début, parce que ça a un effet quasi tout de suite, pour ceux qui sont satisfaits du résultat. Mais de toute façon, généralement, on risque de repasser sous le bistouri. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux travailler sur son état psychologique et sur l'acceptation de certaines choses? La question reste entière. Personnellement, je dirais oui, mais je suis biaisé de par mon métier. Après, c'est à vous de voir. Voilà. C'était le sujet du jour, c'était le sujet sur la chirurgie esthétique. Ça a été difficile de trouver certains de ces chiffres parce qu'il y a des études biaisées un petit peu partout, donc c'était assez compliqué. Si vous voulez que je parle d'un autre sujet, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr et puis je verrai ce que je peux faire pour vous.
Et puis, ce sera le dernier webinaire que je vais faire seulement sur Zoom. Après, je vais reprendre un système webinaire qui a quand même plus de possibilités, qui est plus facile à gérer. Donc, la prochaine fois, on reviendra un petit peu sur l'ancien système où il faudra s'inscrire. Et puis, sans ça, je vous dis à d'ici 15 jours pour le webinaire suivant. Bonne soirée et au revoir. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan.